les grandeurs électriques sont constantes. Donc on va voir quelles sont les méthodes qui permettent de calculer ces grandeurs électriques. Donc on commence par l'approximation du régime quasi-stationnaire. Donc le courant électrique. Le courant électrique, c'est le déplacement de porteurs de charge, c'est-à-dire électrons dans les métaux et les ions dans les solutions. Il est caractérisé par son intensité, qui n'est que la quantité d'électricité, I égale dQ sur dt, la quantité d'électricité qui traverse une section pendant une seconde. C'est une grandeur algébrique qui peut être positive comme elle peut être négative. Donc c'est pour cela qu'on choisit un sens, un sens positif. Et si on trouve une valeur positive, ça veut dire que c'est le bon sens. Sinon, c'est le sens contraire. Donc le choix du sens est arbitraire. Puis en régime continu, donc il est caractérisé par, c'est-à-dire si on prend un dipôle, l'intensité est la même en tout point de la branche. Donc là c'est une branche, quelle que soit la branche, c'est la même intensité. En régime variable, le cas, est-ce qu'on peut considérer que l'intensité est la même en tout point? Pour cela, on va prendre un exemple. Exemple d'une ligne qui a une longueur de 1 mètre. Le signal électrique est de fréquence 1 kHz. On trouve que le temps que fait le signal pour aller de l'entrée à la sortie, c'est de l'ordre de 10-9. Et la période, c'est 10-3. Le rapport, c'est 10 puissance 6, c'est-à-dire que le temps de propagation du signal est négligeable devant la période. On peut considérer que l'intensité est à peu près, elle regarde la même valeur en tout point de la ligne. C'est l'approximation du régime quasi-stationnaire. Elle est appliquée dans le cas où le temps de propagation est négligeable devant le temps caractéristique du signal. Donc, pour calculer l'intensité et la tension, on utilise une première méthode, c'est les lois de Kirchhoff. La première loi, c'est la loi des nœuds, c'est-à-dire la loi qui relie les intensités des courants. Lorsqu'ils traversent un nœud, donc N c'est un nœud, c'est le point de rencontre d'au moins trois fils. Par exemple, là c'est un courant entrant, puis il se divise en deux. Si on utilise la conservation de charge, si on considère que I c'est le sens des charges positives, les charges positives, ça va avoir des ions positifs, parce que les électrons c'est le sens contraire. Donc, on trouve par conservation de cette quantité d'électricité que I égale I1 plus I2. On peut généraliser pour n'importe quel nœud. Par exemple, on prendra cet exemple. On a I1 dans le sens vers N, I2 vers N, I3, I4, I5 dans le sens contraire, c'est-à-dire c'est des courants sortants. Donc on va dire que la somme des courants entrants égale la somme des courants sortants. La somme des courants entrants égale la somme des courants sortants. Ou on peut utiliser, on prend un sens positif, par exemple le sens vers N, et on fait la somme algébrique. Parce que les courants dans le sens, qui ont le sens vers N, on va prendre plus 1, et ceux qui ont le sens contraire, ou sortant, c'est moins 1. Donc sigma des epsilon k qui prend plus 1 ou moins 1, selon le sens de ik, s'il est vers N, c'est plus 1, s'il est dans le sens contraire, c'est moins 1. Donc sigma de epsilon k ik égale à 0. Ça, c'est ce qui concerne les courants. Maintenant, pour les tensions. La tension, par exemple, UAB, c'est la différence de potentiel entre les points A et B. Donc chaque point du circuit possède un potentiel électrique. La tension, par exemple, ce potentiel, c'est par rapport à un point qu'on prend arbitrairement, c'est ce qu'on appelle la masse. La masse, il a le potentiel égal à 0, et chaque point, il a un potentiel par rapport à la masse. Donc maintenant, la tension, qu'on peut mesurer à l'aide d'un voltmètre, c'est la différence de potentiel entre les deux points. Donc la représentation, par exemple, de UAB, c'est de B vers A. UAD, c'est de D vers A. Donc on a ce qu'on appelle une boucle de courant ou une maille. C'est A, B, C, D, A.
Ça, c'est un circuit fermé dans le cercle. Bon. Donc, quelle relation existe entre ces différentes tensions? Donc, on choisit un sens arbitraire positif. Ça peut être ce sens-là ou le sens contraire. Par exemple, le sens qu'on a ici. Donc, il y a des tensions qui ont le même sens et d'autres qui n'ont pas le même sens. On fait la somme algébrique, on peut démontrer ça en utilisant VA moins VB plus VB moins VC, donc c'est égal à 0. Et pour chaque différence, on note la tension correspondante. On trouve quoi? Que ceux qui ont le sens positif, on écrit plus. Par exemple, U2, il a le sens contraire. Et ça, c'est comme ça, on fait comme ça. Et dans ce sens-là. Par exemple, je commence par U1. U1, c'est le même sens. U1 moins U2 plus U3 plus U4 égale à 0. Donc, sigma de epsilon k ik égale à 0. Donc, en utilisant ces deux propriétés, on peut déterminer, ou ces deux relations, ces deux lois, la loi des nœuds, la loi des mains, on peut déterminer I1, U2, I2, I3, I4, U1, U2, U3, I4. C'est des systèmes d'équations. Maintenant, un dipôle, dans le cas général, on peut le schématiser comme suit. Donc un dipôle D, il a deux pôles. On prend l'essence de UI par convention, I il a le sens contraire de U, et on définit la puissance reçue. Une puissance reçue, on va dire algébriquement. Reçue selon son signe, il peut être considéré positif, comme il peut être considéré comme négatif. U fois I. C'est-à-dire on fait les calculs, à D on ne sait pas quel rôle il joue. Si on trouve que cette puissance est positive, du point de vue thermodynamique, une grandeur positive, elle est une grandeur reçue. Donc, P égale UI est une grandeur. Donc, ce dipôle, il reçoit une puissance, donc c'est un récepteur. Si elle est négative, donc on la considère, on considère le dipôle, il joue le rôle d'un générateur. Maintenant, on va exploiter ça pour représenter ou définir ce qu'on appelle les conventions. Convention récepteur, lorsqu'on prend UI, c'est-à-dire on représente UI de sens opposé, c'est là la convention récepteur. Et on trouve la puissance positive, donc U fois I positive, donc c'est un récepteur. Si on trouve négative, si on trouve cette puissance est négative, donc c'est un générateur. Cas contraire, si on prend IU dans le même sens, si on trouve la puissance positive, donc c'est un générateur. Si on trouve la puissance négative, donc c'est un récepteur. Donc les circuits linéaires sont constitués de dipôles linéaires. Donc un dipôle linéaire, comme par exemple la bobine, la relation entre la tension et le courant U égale LdU sur dt, donc c'est une équation différentielle à coefficient constant. Ou par exemple condensateur I égale C du sur dt, la même chose. Donc la relation entre U et I, c'est une équation différentielle à coefficient constant. Même chose pour R, U égale RI. Donc on commence par R, par le conducteur ohmique ou ce qu'on appelle le résistor. Il est caractérisé, c'est un dipôle, caractérisé par sa résistance, exprimée en ohm. Donc sa caractéristique est une fonction linéaire, UI, donc U égale RI, avec la convention récepteur, UI, de sens opposé dans la convention générateur, on écrit U égale moins RI. U égale moins RI. Parce que la puissance ici, U égale, bon, dans ce cas-là, U égale RI, elle est positive, reçue. Et si on prend cette convention, ça sera moins RI carré, donc ça sera négatif. Donc il faut toujours prendre U selon les cas. On peut choisir U et de même sens ou de sens opposé. Il faut faire attention dans l'expression. De même, I, c'est égal U sur R. Donc G, ça représente 1 sur R, c'est la conductance. G, c'est égal 1 sur R. Il est exprimé en Siemens. Pour un conducteur, pour un fil, on considère en général qu'il a une résistance négligeable. Donc R égale ρ, la résistivité qui dépend de la matière,
Chaque matière a une résistivité, le cuivre, l'aluminium, etc. L, c'est la longueur. Et voilà la section S. Rho L sur S, c'est la résistance d'un fil. Là, en général, on considère que c'est négligeable. Bon, là, c'est le cas d'un fil cylindrique. Après, donc, on peut associer les résistors, hein, de différentes manières. Donc, il y a deux cas, hein, résistance en série et résistance en parallèle. Dans le cas de résistance en série, qu'est-ce que c'est que de résistance en série? Donc, ils doivent être successives, hein, sans dérivation, c'est-à-dire il n'y a pas de nœud entre les deux, c'est-à-dire ils sont parcourus par le même courant, donc ils sont en série. La résistance équivalente, hein, c'est-à-dire ce montage, il est équivalent à une résistance égale la somme des résistances. R équivalent égale R1 plus R2 plus R3 jusqu'à R1. Dans le deuxième cas, les résistors, hein, montés en parallèle. Donc les deux bornes sont reliées. Hein, borne 1, borne 2 sont reliées de toutes les résistances. Donc ils ont la même tension entre leurs bornes. Pour le montage en série, c'est le même courant. Pour le montage en parallèle, c'est la même tension. Donc R équivalent, ou 1 sur R équivalent, égale 1 sigma de 1 sur RI, ou G équivalente égale sigma de GI. Donc, par exemple, si on a 2, ça sera 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale 1 sur R équivalente. R équivalente égale le produit R1, R2 sur la somme R1 plus R2. Maintenant, pour le générateur, parce qu'au début, on va commencer par les circuits à base de générateur et de résistance. Un générateur, hein, il a une caractéristique, donc ça c'est la convention générateur, UI, de même sens, donc la puissance est positive. Donc là, on a la caractéristique. État, c'est le courant électromoteur, lorsque U égale à 0, hein, U égale à 0, I, c'est le courant électromoteur, ou ce qu'on appelle le courant de court-circuit. E, c'est la force électromotrice. Quand I égale à 0, U égale à E. Hein, donc, on peut trouver l'équation de cette droite, hein, donc de deux façons différentes. Donc, on peut écrire I égale à AU plus B, ou U égale à I plus B. Donc, dans le premier cas, hein, U, exprimé en fonction de I, égale E moins RI. Hein, E, c'est la force électromotrice. R, c'est la résistance interne. Parce que c'est un générateur, hein, qui n'est pas idéal, donc il a une résistance. On peut de même, à partir de cette relation, trouver I en fonction de U. On va trouver c'est état moins U sur RI. Avec état, c'est E sur R, hein, c'est E sur R, il faut juste faire les calculs. État, c'est égal E divisé par R. Hein. Donc c'est état moins U sur R, ou c'est état égale I égale état moins GU. Donc état, un courant électromoteur ou courant de court-circuit. E, c'est la force électromotrice. R, c'est la résistance interne. Donc un générateur, donc après on va modéliser à partir de ces deux expressions, on va modéliser le générateur de deux façons différentes. Premier modèle, c'est le modèle de Thevenin. Le modèle de Thevenin, c'est un générateur de tension. Donc, on va utiliser la première expression, U égale E moins RI. Donc c'est quoi ce U égale E moins RI? E, c'est une tension constante, hein, quel que soit I. Donc on la modélise, hein, avec un générateur idéal. Avec un générateur idéal ou une source de tension indépendante, c'est-à-dire indépendant de I. Quel que soit I, on aura toujours le E. Donc c'est E, une constante, en série, parce que U égale E moins RI, donc ils sont en série. Hein. RI, c'est la tension en borne d'une résistance. Donc c'est une source de tension idéale en série avec la résistance interne. Hein, U égale E, hein, vous voyez, et donc le sens de U et le sens de RI, c'est le sens contraire de U. Donc U égale E moins RI. Donc ça c'est le modèle de Thevenin. La même chose, donc on peut modéliser aussi le même générateur, hein, en utilisant la deuxième expression I égale état moins U sur R. Donc I c'est un courant.
Et là, c'est la somme de deux courants, donc c'est la loi des nœuds. Ça, c'est le courant I, donc il se divise en deux. Premier chemin, c'est état, une source de tension de courant idéal, source de courant idéal ou source de courant libre, état, on l'exprime comme ça, donc avec un trait vertical ou perpendiculaire à la direction de état. C'est-à-dire que là, donc c'est de la source, pour la source de courant, il a une résistance infinie, c'est comme ça. Pour la source de tension indépendante, elle a une résistance nulle. Bon, donc là, et donc la loi des nœuds, donc état plus ce courant-là. Ce courant-là, c'est quoi? C'est U sur R, mais puisqu'il a le même son, c'est moins U sur R. Bon, donc I, c'est égal état moins U sur R. Moins U sur R. Donc là, c'est le deuxième modèle. Donc le générateur, on peut le représenter de deux façons différentes. Ils sont équivalents, parce qu'il y a une relation entre E et état. E égale R état. Donc un générateur, on peut le modéliser de deux façons différentes. Soit sous forme de modèle de Thevenin ou modèle de Norton. Ils sont équivalents, c'est la même chose. Il faut faire attention, il faut garder le sens, regardez là, c'est le même sens. C'est le même sens. Donc après, on peut remplacer l'un par l'autre. On peut remplacer l'un par l'autre. Donc la relation qui lie ces deux générateurs, c'est celle-ci. E égale R état. Donc là, on a 10 volts 100 ohms. On divise E par 100. 10 par 100, c'est 0,1. C'est 0,1. La résistance, on garde la même résistance. Après, on peut regrouper les générateurs. Deux générateurs, on peut les regrouper. Ce générateur, ce n'est pas toujours un générateur. Ça peut être par exemple une diode. Une diode est modélisée comme ça. Donc, et là, c'est E et RI. E et R. Ça peut être un récepteur qui est modélisé, forme une source de tension libre avec une résistance. Donc le groupement des générateurs en série. En série, on ne peut regrouper que les sources, que les modèles de Thevenin. Les modèles de Norton, non. Parce que la tension totale entre les bancs, c'est la somme des tensions. U1 plus U2 plus U3 plus UN égale U. Donc, en utilisant cette relation, on trouve la relation entre E équivalente et c'est EI. Donc E équivalent, c'est sigma de epsilon K EK. Donc toujours, on choisit le sens de I. Le sens de I. Si on n'a pas le sens dans le circuit, on choisit arbitrairement un sens. Et en général, on prend celui le plus grand. Si on a E1 et E2, on prend le sens du plus grand. Donc, c'est sigma epsilon K EK. Suivant le sens de I, on a E1, il a le même sens. Donc, c'est plus E1, moins E2, ainsi de suite, plus EN. Donc, c'est une somme algébrique. Et pour la résistance équivalente, c'est la somme des résistances. Par exemple, ici, on a trois générateurs de Thevenin en série. On a E1 qui a le sens de I, E2 le sens de moins I, E3 le sens de I. E1 moins E2 plus E3. Pour la résistance, c'est la somme des résistances. Donc ce générateur, ce groupement en série de générateurs de Thevenin est la somme de... donc c'est équivalent à un générateur de Thevenin. Pour Norton, on ne peut regrouper les modèles les générateurs de Norton, les générateurs de courant de Norton, que si elles sont en parallèle. La même chose, c'est la loi des nœuds. On fait la somme des courants, ça nous donne le courant I ici. Courant I ici. Donc, comment on associe ces générateurs? Donc, état équivalent, c'est la somme algébrique des états. Selon le sens, si elle a le même sens que état équivalent, c'est plus. Si elle a le sens contraire, c'est moins. Par exemple, état 1 moins état 2 plus état 1. Et pour la résistance équivalente, ils sont en parallèle, puisque les sources n'ont pas, ils ont une résistance infinie, c'est comme un circuit ouvert. Donc pour la résistance, on n'a que les résistances R1, R2, etc. Maintenant, si on a deux générateurs, par exemple, on
peut prendre cet exemple. Donc on a I, hein, on a choisi le sens de état 1 parce que c'est le plus grand. Là on a 10, là on a 6. Hein, donc dans le sens, hein, on a gardé le sens de état 1 parce que c'est le plus grand. Donc état équivalent c'est 4000 ampères, c'est 10 moins 6. Hein, 10 moins 6 parce que état 2 divisé dans le sens contraire. Pour R équivalente, hein, R1, R2, ils sont en parallèle. Hein, c'est le produit sur la somme. S'ils sont toujours, si on a R, R équivalent, c'est R sur 2. Hein, R. Hein, s'ils sont égaux, hein, c'est R fois R sur R plus R, donc c'est R carré sur 2R. De résistance égale en parallèle, c'est la moitié. Hein, la résistance équivalente. Comme application, là, on peut voir un générateur de Thévenin en parallèle avec un générateur de Norton. Donc, comment faire? Donc, on transforme le générateur de Thévenin en Norton, parce qu'ils sont équivalents. Hein. Vous voyez, par exemple, ici, donc, état 1, c'est E1 sur R1, hein, la relation entre état et E et R. Et la résistance, c'est R1. Hein, on fait et on regroupe les deux. Il faut faire attention, il faut garder le sens. Hein, le sens. Là, on voit qu'ils sont le même sens, état 1 et état 2, donc c'est la somme, état 1 plus état 2. Et R équivalent, c'est le produit sur la somme. Donc, si on a plusieurs, par exemple 3 en parallèle, donc ce sera R1, R2, R3 sur R1, R2, plus R2, R3, plus R1, R3, et ainsi de suite. Donc, c'est juste un calcul. Maintenant, on va voir quelques techniques de calcul d'intensité et de tension qu'on peut rencontrer dans les circuits. On commence par la loi de Poulier. Il est utilisé dans le cas où on a un circuit série, c'est-à-dire tous les dipôles sont liés l'un après l'autre, parcourus par le même courant I. Comment déterminer l'intensité I en fonction des éléments du circuit, c'est-à-dire les résistances et les forces électromotrices. Pour cela, on va appliquer la loi des mailles. Hein, donc, pour ceux qui ont le même sens que le sens, c'est-à-dire qui ont le sens choisi, c'est plus, on prend plus, et pour ceux qui ont le sens inverse, on met moins. Vous avez E1, vous voyez, donc E1 c'est plus, U1 c'est moins, E2 moins, U2 moins, U5 moins, U4 moins, E4 moins, E4 moins, là, E3 plus, hein, dans le même sens, et on fait la somme égale à 0, la loi des mailles, puis on tire, on exprime les EI, UI en fonction des RI, hein, et après on trouve I égale la somme algébrique des potentiels des forces électromotrices, hein, divisée par la somme de toutes les résistances dans le circuit. On peut généraliser dans le cas d'un circuit sérique, c'est juste le cas d'un circuit sérique. I, c'est sigma des epsilon k EK sur sigma des résistances, c'est-à-dire la résistance totale du circuit. Ça, c'est le premier montage. Pour le deuxième montage, ce qu'on appelle le diviseur de tension, c'est le plus important, surtout lorsqu'on va étudier les filtres. Donc, ce sont deux résistances en série. On peut avoir plusieurs en série, donc on la transforme en deux résistances. Une, celle-ci, et là, on peut dire entrée-sortie, hein, surtout la sortie. Hein. Comment exprimer US en fonction de UE? Donc, en appliquant la même chose, UE c'est R1I plus R2I, hein, et US c'est R2I. Donc on peut exprimer US en fonction de R1 et R2 et UE. U2, ou US au lieu de U2, c'est égal R2 sur R1 plus R2 fois UE. Hein, ça, on l'applique directement. De même pour les courants, ça c'est un montage diviseur de courant. Le montage diviseur de tension, c'est un circuit série. Le montage diviseur de courant, c'est un circuit parallèle. Donc ce courant I est divisé en plusieurs courants. Des pôles sont en parallèle. Donc comment exprimer I dans une branche en fonction de, par exemple, I1 en fonction de I. Donc c'est la même en comparant l'expression avec celle du diviseur de tension. Donc UK ou US c'est R2 sur R1 plus R2 UE. Et là, au lieu d'utiliser les R, on utilise les G. Les G c'est 1 sur R. GK c'est 1 sur R. I, par exemple, I1,
égale G1 sur G1 plus G2 plus G3 jusqu'à Gn. Et G1, c'est 1 sur R1. Si on veut déterminer I2, c'est G2 sur G1 plus G2 plus G3 jusqu'à Gn. Si on applique directement ces résultats. Ces montages nous servent à faciliter le calcul des intensités et des tensions. On peut faire une petite application, par exemple, on a là un circuit, on veut déterminer par exemple U. U, c'est la tension au bord de toute cette partie-là. Donc, elle est constituée de quoi? On va la remplacer par R1. R1, c'est la résistance équivalente de cette partie-là, mais constituée de quoi? De ces deux résistances en série, ils sont en série, les deux en parallèle avec celle-là. On trouve R1. C'est donc deux résistances en parallèle, c'est le produit sur la somme. Donc 2R, donc là on a 2R, fois R sur 2R plus R, donc 2 tiers R, c'est R1. Donc le montage équivalent, c'est celui-là. Ça devient un diviseur de tension. Donc U, c'est R1 sur R plus R1 fois U égale R1 sur R plus R1 fois directement. On peut transformer, par exemple, si on veut déterminer V, on peut utiliser de même U. U, c'est V, on a un diviseur de tension, c'est R sur R plus R fois U. Là, c'est la tension d'entrée, U, la tension de sortie, c'est V. Donc, on peut, ça, c'est un montage diviseur de tension, R, R. Si on veut déterminer I1, on peut le transformer en diviseur de courant. Donc, on transforme ce générateur de Thevenin en générateur de Norton. Donc, vous voyez, donc on peut utiliser, combiner ces méthodes, soit les transformations Thevenin-Norton, le montage diviseur de courant, diviseur de tension. On peut utiliser les lois de Kirchhoff. C'est la plus longue, c'est l'utilisation de la loi de Kirchhoff, c'est la plus longue. Il y a toujours un système d'équations qu'il faut résoudre. Donc en transformant celui-là, ça donne ce générateur de Norton. Donc état, c'est E sur R. E sur R, en parallèle avec R, ça nous donne un diviseur de courant. Donc le courant principal, c'est E sur R, et on cherche I1. Donc I1, c'est G divisé par la somme des G fois E sur R. Donc c'est 1 sur R, sur 1 sur R, plus 1 sur R, plus 1 sur 2R, fois le courant entrant, ce courant-là. Donc ça nous donne directement I1. Donc c'est des techniques de calcul des courants et des tensions. Puis la méthode, on va dire, la plus importante qu'on va utiliser après dans les filtres, celle-ci, ce qu'on appelle surtout dans les circuits à base d'amplificateurs opérationnels, on utilise le théorème de Millman. Donc le théorème de Millman, il est déduit de la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds, utilisons les potentiels. Et cette loi des nœuds, elle est déterminée à partir de la loi des nœuds des courants. Vous voyez, donc vous avez les courants I1, I2, I3, I4. Donc I1, c'est le courant, celui-là, entrant en N, I2 entrant en N, I3 entrant en N, I4 entrant en N. Donc la somme égale à 0. On va exprimer chaque courant. I1. I1, c'est quoi? C'est le courant qui traverse RB. C'est une résistance, donc U égale RI. Donc UBB' égale RB fois I1. On exprime UBB' en fonction des potentiels, donc c'est VB moins VB' sur RB. De même pour I2, celui-là, c'est VC moins VC' sur RC. I3, c'est état, I3, c'est état. Et I4, c'est VD moins VN sur RB. En utilisant cette relation, en remplaçant dans l'expression, on trouve la loi des nœuds exprimée en termes de potentiel. À partir de cette loi, à partir de cette relation qu'on a trouvée, on va essayer d'exprimer le potentiel Vn. Vn. Pour cela, donc, on peut voir que E1, ce E1-là, E1, c'est quoi? C'est VB' moins Vn. Et E2, c'est Vn moins Vc'. E1, c'est VB' moins Vn. E2, c'est Vn moins Vc'. Et on remplace dans la loi des nœuds en termes de potentiel. On va remplacer VB' et Vc'. Comme ça, donc, ça nous donne la loi des nœuds en termes de potentiel. On peut après tirer Vn, l'expression de Vn, par calcul, on trouve ça. Comme on peut voir,
c'est VB moins E1 sur RB plus VC sur 1 qu'on va essayer de généraliser. Donc ça c'est ce qu'on appelle le théorème de Millman, l'expression de Vn en fonction des éléments du circuit. Donc Vn en général, c'est sigma de epsilon k ek plus Vk sur Rk plus sigma de epsilon k ek. Epsilon k c'est toujours plus ou moins 1. Si Ek est dirigé vers n, c'est plus 1. Si le sens contraire, c'est moins 1. La même chose pour n. On peut avoir plusieurs sources de courant, plusieurs sources de tension. Les Vk, c'est... Vk, par exemple, c'est quoi Vk? Vk, c'est VB, par exemple, pour cette branche, c'est VB, pour cette branche, c'est VC, pour cette branche, c'est VD. C'est ça, Vk. Pour chaque branche, c'est le potentiel EK plus VK, l'autre, c'est-à-dire le potentiel de l'autre extrémité de la branche divisé par RK. Et pour les courants, les sources de courant, c'est selon le sens. Et on utilise directement cette expression. On peut voir dans un exemple, par exemple VA, sigma d'epsilon EK plus VK. Donc qu'est-ce qu'on a, combien on a de branches? On a 1, 2 et 3. Donc on peut commencer par eta. Eta se dirige vers A, donc plus eta. Pour appliquer le théorème de Millman, on prend toujours cette partie-là, le point le plus bas du circuit, comme masse, c'est-à-dire potentiel égal à 0. Donc ça sera VB, donc eta c'est VB, donc V1, VA. C'est VB sur R. L'autre bout divisé par... Il n'y a pas de source de courant ni de tension, donc c'est VB. Donc VK sur R. Pour celle-ci, c'est VM sur R. Et puisque VM égale à 0, donc ça va tendre, ça va égal à 0, divisé par 1 sur R plus 1 sur R. Et bon, sigma des 1 sur RK. 1 R, R. Donc ça nous donne ça. Pour le point B, c'est VA sur R plus VM sur R plus E sur R, parce que ce bout-là, c'est Vn, donc égal à 0. C'est pour ça qu'on prend toujours le point le plus bas égal à 0 pour que le Vk s'annule. Donc là, c'est Vk pour annuler ces Vk. On laisse que les Ek, plus Ek ou moins Ek. Donc on peut transformer ce générateur Norton en générateur de ternain. Ça nous donne ce circuit-là. Puis on transforme ce générateur, celui-là de Norton, en ternain, en associant R avec R, ça donne R sur 2. Puis on le transforme, ça nous donne un circuit série, là où on peut appliquer, par exemple, la loi de Pouillet, comme celle-ci. I, le courant I égale sigma epsilon k ek sur sigma de RK. Donc epsilon k ek, donc dans ce sens de I, c'est moins E sur 2. Donc R est A moins E sur 2 divisé par R plus R sur 2. Et on peut après appliquer la loi d'Ohm, U égale RI. U égale RI, ça nous donne UAB. Ou, par exemple, une fois parce qu'on peut permuter, dans un circuit série, on peut permuter les dipoles. On trouve quoi? On peut mettre AB à l'extérieur, ici, et rassembler les deux, ce générateur avec ce générateur. Et on prend le sens, par exemple, de R eta, le sens vers le haut, et celui-là, si on le déplace, ça devient vers le bas. Et on trouve ce circuit-là, c'est un diviseur de tension. Diviseur de tension, UAB égale R divisé par la somme fois E équivalent. Puis enfin, donc on a des sources, donc des modèles de sources qu'on appelle les sources commandées. Ces sources commandées ou des sources liées, ce sont des sources qui sont en fonction d'une grandeur électrique dans le circuit. Par exemple, E, c'est une source de tension qui dépend d'une tension dans le circuit, une source de tension qui dépend d'une intensité dans le circuit. Là, c'est une source de courant qui dépend d'une intensité, et là, une source de courant qui dépend d'une tension. Par exemple, ici. Donc, on a UBE, donc on a par exemple cette source liée. C'est égal KUCE. UCE, c'est cette tension. Donc là, c'est une source de tension qui dépend, qui est fonction
de la tension UCE. La même chose ici, là c'est une source de courant qui est fonction de IB. Donc le courant sortant c'est bêta IB. Hein, donc là on retrouve ces sources surtout dans les modélisations des transistors, des circuits à base de transistors ou à base d'amplificateurs opérationnels. On trouve ces éléments.